Alors, cette invasion chinoise, on en est où? Eh bien, on en est encore très loin, ou en tout cas encore assez loin. Il faut dire que les constructeurs chinois de voitures électriques sont confrontés à de nombreuses difficultés. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur les 7 raisons principales qui font que l'invasion des voitures électriques chinoises sur le marché européen ne s'est pas encore vraiment concrétisée. Et restez bien jusqu'à la fin, car il se pourrait que vous changiez d'avis sur ce sujet parfois un peu polémique, il faut bien le dire, avec un chiffre récent que je vais vous donner et qui risque bien de vous surprendre. Allez, c'est parti! Alors, avant toute chose, je précise ou je rappelle pour ceux qui me connaissent que je roule moi-même en voiture électrique chinoise. Comme ça, vous ne pourrez pas m'accuser de faire une vidéo à charge. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo de bilan après 1 an et 10 000 km au volant de ma BYD Seal dans le lien en description. Cette précision effectuée, fermons la parenthèse et revenons à notre sujet du jour. Qu'est-ce qui cloche dans la voiture électrique chinoise? Voyons cela en détail. Point numéro 1, des barrières fiscales, logistiques et culturelles et une guerre des prix impitoyable. Même si les BYD, Xpeng, MG et autres Zeekr se mettent en ordre de bataille pour conquérir l'Europe, force est de reconnaître que la part de marché de ces derniers reste encore relativement faible par ici. On parle par exemple d'environ 3% en France actuellement. Il faut dire que les constructeurs chinois se heurtent à plusieurs difficultés en franchissant nos frontières. Elles sont d'abord d'ordre fiscal, avec des barrières douanières érigées par l'Union européenne, sous la forme de taxes qui renchérissent les modèles chinois, en moyenne de plus de 30%, voire même jusqu'à 45% pour certaines marques, comme MG par exemple, qui a pris vraiment cher. Il y a aussi des questions d'homologation pour rendre les modèles conformes aux normes européennes. Et enfin, le montage d'un réseau de concessionnaires solide et crédible. Certes, un géant comme BYD utilise les grands moyens en installant ses usines en Hongrie afin de contourner ces barrières. Cependant, c'est une stratégie qui n'est peut-être pas à la portée de toutes les marques. Et d'ailleurs, BYD vient d'annoncer qu'il patientait un petit peu sur cette usine en Hongrie au profit de la Turquie. D'autant qu'il y a d'autres variables dans l'équation qui, elles, concernent directement les consommateurs et les utilisateurs, le produit, autrement dit les voitures elles-mêmes, et plus largement le fossé culturel entre la Chine et l'Europe dans l'approche de l'automobile et de sa conception. Si l'on ajoute à ce cocktail des questions géopolitiques et la frénésie tarifaire, on en déduit que la partie n'est pas encore vraiment gagnée pour les voitures électriques chinoises en Europe. D'ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement chinois lui-même demande aux constructeurs de cesser cette guerre des prix fratricides. Pour les acheteurs européens, cette course au moins-disant fragilise la confiance. Comment être sûr qu'un tarif affiché ne va pas encore diminuer ou baisser après l'achat et qu'il ne finit pas par influer sur la qualité? Point numéro 2, beaucoup d'annonces, peu de produits. Les constructeurs chinois sont passés maîtres dans l'art de l'annonce spectaculaire. Les médias spécialisés le constatent au quotidien puisqu'une grande partie du contenu est désormais squattée par l'actualité en provenance de Chine. Néanmoins, la concrétisation tarde souvent. Par exemple, les annonces de batteries à charge ultra rapide ou à autonomie dépassant les 1000 km peinent à se matérialiser dans des modèles commercialisés à grande échelle aujourd'hui. Et pour l'instant, dans la réalité, la majorité des voitures chinoises affichent plutôt entre 350 et 500 km d'autonomie réelle. On ne compte plus les modèles dévoilés dont on apprend ensuite qu'ils ne seront pas commercialisés en Europe ou alors seulement dans certains pays, quand il ne s'agit pas tout simplement d'une grosse reculade au niveau d'une marque entière, comme par exemple celle de Zeekr qui a annoncé récemment qu'il repoussait son arrivée en France de 12 à 24 mois, c'est pas rien quand même. Vous avez compris, une stratégie de communication en mode tapis de bombe qui risque bien de finir par lasser les consommateurs européens ou assommer en tout cas le doute dans les esprits. Et le doute n'est jamais très bon en matière de marketing. Point numéro 3, une pérennité questionnable. La pérennité des marques chinoises constitue aussi une préoccupation. Le marché des VE en Chine est hyper concurrentiel, avec plus de 130 marques sur place, on parle même de 150. Cependant, cette effervescence s'accompagne d'un risque élevé de faillite. Certains acteurs connus, dont certains déjà présents en Europe, bien que prometteurs, affichent des pertes financières importantes, ce qui peut même laisser envisager que leur survie à long terme n'est pas garantie. Pour les consommateurs, cela soulève des inquiétudes sur la disponibilité des pièces détachées, sur les mises à jour logicielles ou sur le service après-vente dans quelques années. Voilà pour le contexte économique, voyons maintenant les produits en eux-mêmes. Point numéro 4, des aides à la conduite envahissantes. Les systèmes d'aide à la conduite, les fameux ADAS, Advanced Driver Assistance System, souvent importés d'une culture logicielle différente, ont tendance à intervenir de façon brutale. Les constructeurs chinois misent énormément sur les technologies d'aide à la conduite, fréquemment présentées comme un gros argument de vente.
Mais il faut bien reconnaître que ces dispositifs souffrent parfois de réglages un petit peu bizarres, des alertes intempestives, des interventions brutales du freinage d'urgence ou des corrections de trajectoire maladroites rendent l'expérience de conduite parfois stressante. Un exemple, ce fameux son qui retentit de façon répétée et permanente dans les BYD, sans que personne sache vraiment à quoi il correspond et ce qu'il veut nous dire. Certes, il a été atténué depuis une dernière mise à jour, mais cela reste pénible. Cette surabondance d'intervention contraste avec les systèmes plus raffinés des constructeurs européens ou américains, comme ceux de BMW, Mercedes, Volvo ou encore Tesla. Enfin, quoique Volvo appartienne à un groupe chinois. Point numéro 5, des versions traduites souvent fantaisistes. Si vous voulez avoir une idée de ce que peut donner une traduction du chinois à l'anglais, puis vers le français, ou de l'anglais vers le français à l'aide de Google Translate, achetez une voiture chinoise. Les traductions des messages affichés à l'écran sont souvent approximatives, voire incompréhensibles, ce qui nuit à l'expérience utilisateur. Des termes mal traduits ou des instructions ambiguës qui peuvent en effet dérouter les conducteurs. Un exemple, encore chez BYD, la fonctionnalité originale qui permet de projeter le rayon d'action de la voiture sur la carte du GPS est nommée gamme électrique. Pourquoi gamme? Parce que le rayon d'action ou l'autonomie se dit range en anglais, mais que range en anglais signifie aussi gamme dans la langue de Shakespeare. BYD traduit donc autonomie par gamme, écrit en toutes lettres sur tous les écrans de toutes ces voitures. Un non-sens. Et certains propriétaires de BYD ont mis un petit moment à comprendre de quoi il s'agissait. Point numéro 6, une ergonomie parfois confuse. L'ergonomie des voitures électriques chinoises est un autre point de friction. Les constructeurs chinois font des voitures pour geeks et intègrent une profusion de fonctionnalités high-tech, écran géant, commandes vocales, gadgets connectés, etc., qui, bien que séduisantes, peuvent parfois compliquer l'utilisation au quotidien. Les interfaces tactiles, omniprésentes, remplacent trop souvent les boutons physiques, ce qui oblige le conducteur à naviguer dans des sous-menus pour des tâches simples comme par exemple régler la climatisation. De plus, certaines fonctions, comme les animations d'écran personnalisables ou les jeux intégrés, semblent superflues et distraient plus qu'elles n'apportent de valeur, même si de ce point de vue, Tesla ne fait pas beaucoup mieux. D'autre part, pour se différencier, les constructeurs chinois ajoutent des gadgets comme la réalité augmentée, l'éclairage d'ambiance synchronisé sur la musique, c'est sympa bien sûr, les commandes gestuelles, le robot conversationnel sur certaines marques sur le tableau de bord, dont l'utilité reste parfois discutable. Pas sûr que les conducteurs européens kiffent vraiment ce genre de bling-bling en tout cas. Enfin, point numéro 7, des voitures qui manquent de coffres. Un autre reproche fréquent concerne l'espace intérieur, notamment la capacité des coffres. Là encore, pour des raisons culturelles, les voitures chinoises privilégient l'espace intérieur pour les passagers, notamment aux places arrière, au détriment du coffre. Cela s'explique par le fait que la clientèle locale utilise davantage la voiture pour transporter de la famille adulte, souvent les parents, pour de petits trajets citadins ou périurbains, plutôt que pour partir en vacances ou pour transporter des bagages encombrants. Résultat, la banquette arrière est souvent décalée au fond du véhicule, cela fait plus de place pour les jambes mais moins de place pour les valises. Alors que la moyenne des coffres de berline électrique se situe aux alentours de 400 à 500 litres, certains modèles chinois, pourtant assez importants en taille, plafonnent à 300 litres, ce qui limite d'autant la capacité de chargement pour les familles et les longs trajets. Voilà les 7 raisons principales pour lesquelles les voitures électriques chinoises ont encore un peu de mal à s'imposer massivement en Europe. Maintenant, le chiffre que je vous avais promis en début de vidéo et qui est assez parlant et inattendu, sachez qu'au premier semestre 2025, il n'y a aucune voiture chinoise dans les 20 meilleures ventes de voitures électriques en France, idem au niveau européen. Alors bien sûr, vous pourrez toujours me répondre que la Dacia Spring, qui est dans les 5 premières ou 6 premières, est fabriquée en Chine, mais ce n'est pas une marque chinoise. Il y a aussi le cas du BYD Sealiu, mais les ventes indiquées incluent la version hybride, ce qui fausse le résultat, car les ventes de la version 100% électrique ne la placent même pas dans le top 30. En fait, dans ces classements, plus de 80% des voitures électriques vendues en Europe sont européennes, les seules exceptions étant américaines ou coréennes. Mais attention, malgré ces lacunes, il serait malvenu et même assez prétentieux de sous-estimer la menace chinoise. Le rapport qualité-prix de ces voitures reste imbattable et la capacité de ces constructeurs à innover rapidement est solide. Les constructeurs chinois apprennent vite et des progrès significatifs sont déjà spectaculaires et visibles sur les derniers modèles qui évoluent rapidement, soit par de nouvelles versions, soit grâce à de nombreuses mises à jour qui arrivent régulièrement. Mais pour conquérir durablement les marchés internationaux, et notamment le marché européen, les marques chinoises devront s'adapter aux attentes locales et combattre l'hostilité de certains consommateurs à tout ce qui est Made in China. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'état du marché et les défis auxquels font face les constructeurs chinois en Europe. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en pensez
en commentaire et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos, de réflexions et de contenus et de l'information sur la voiture électrique.